Bonjour à tous, bienvenue donc pour ce quatrième webinaire sur le label bas carbone et pour ce premier webinaire dédié aux méthodes forestières. Donc avant de démarrer, le temps de laisser voilà, quelques minutes à tout le monde pour se connecter. Je vous rappelle juste les règles de fonctionnement GoToWebinar. Donc comme vous pouvez le voir, vous ne pouvez pas activer vos micros et vos vidéos, c'est normal, c'est l'outil qui est paramétré comme ça. Par contre, vous pouvez poser vos questions à l'écrit dans l'espace questions. Donc vous avez un petit onglet questions un petit peu plus bas dans la fenêtre GoToWebinar. Vous pouvez poser vos questions à l'écrit et on aura Hortense avec nous qui va récupérer vos questions au fur et à mesure de la présentation et on aura un temps d'échange à la fin. Donc entre 10 et 15 minutes à la fin de l'heure du coup, où elle va retranscrire vos questions aux différents intervenants qui pourront y répondre. Donc n'hésitez pas à poser vos questions tout au long de la présentation et puis on aura ce moment d'échange à la fin. Et de même, les supports, donc les présentations PowerPoint et les vidéos, seront mises en ligne en fait, au moins sur le site i4C et je suppose aussi sur le site du CNPF de France Sylva. Donc vous pourrez retrouver voilà tous les supports du webinaire en ligne après coup. Alors je vois que vous êtes nombreux à vous connecter encore. Je vais laisser 30 petites secondes pour laisser le temps à tout le monde d'arriver et on va commencer. Je vais quand même continuer un petit peu la présentation d'introduction en attendant que tout le monde arrive. Donc là, comme vous avez peut-être déjà participé en fait au webinaire précédent, c'est une série de webinaires sur le label bas carbone. Donc on a eu 3 webinaires généraux qui visaient à présenter un petit peu donc le fonctionnement du label, comment il fonctionne du point de vue d'un porteur de projet, comment il fonctionne du point de vue d'un financeur. Et donc là, aujourd'hui, on a le premier webinaire plutôt sectoriel, donc dédié à l'explicitation des méthodologies et là notamment des méthodes forestières. Et demain, pour ceux que ça intéresse, il y aura la même chose pour présenter la méthode agricole, donc la méthode Carbone Agri. Donc n'hésitez pas à vous inscrire, vous avez tous les liens d'inscription sur le site d'i4C. Allez, on va continuer, vous êtes voilà, presque 150 déjà connectés. Donc aujourd'hui, le déroulé de cet après-midi, on va refaire une petite introduction générale, alors rapide, mais au cas où certains d'entre vous auraient raté les premiers webinaires, une petite introduction très générale au principe du label bas carbone. Ensuite, donc le CNPF vous présentera les 3 premières méthodes forestières qui ont été déjà validées par le ministère, donc qui sont les méthodes boisement, reconstitution de peuplement forestier dégradé et conversion de taillis en fumier sur souche. Et enfin, on aura une section plus spécifique dédiée aux co-bénéfices et puis des remarques de conclusion. Donc ça, c'est un petit peu le programme de la prochaine heure. Et donc, vos intervenants aujourd'hui, donc Olivier Glaise du Centre national de la propriété forestière, moi-même donc de l'Institut de l'économie pour le climat I4CE, Éric Topan de France Sylva et Hortense Villard de France Sylva également. Alors là, je vais laisser la parole à Éric qui va vous dire un tout petit mot du contexte un petit peu aussi de ce webinaire et du coup de l'engagement de la filière dans le déploiement du label bas carbone. Merci Julia, bonjour à toutes et à tous. Effectivement, un petit mot pour vous dire que la filière et l'interprofession nationale France Bois Forêt soutient directement le développement du label à travers un programme d'action qui a démarré en 2019, mais qui est vraiment monté en puissance cette année en 2020, modulo le confinement, et jusqu'en 2021. L'objectif, c'est de promouvoir le label, d'en faire la pédagogie, de le présenter, et c'est bien l'objet de ce webinaire. Mais c'est aussi de travailler sur le dur même du label et des méthodologies en les actualisant. Il y a une première version qui a été déposée il y a de cela 1 an. Elle fait l'objet d'actualisation en ce moment et elle va évoluer comme ça au fur et à mesure. On y travaille, le CNPF en premier lieu et également avec France Sylva. Il y a également de nouvelles méthodologies qui sont à l'étude et nous avons comme projet dans les prochaines semaines de démarrer le travail d'une nouvelle méthodologie pour la forêt méditerranéenne. Il y a également tout un ensemble d'actions de communication et de diffusion du label, donc le webinaire que j'évoquais tout à l'heure, mais également des présentations plutôt vers les gestionnaires et les propriétaires forestiers qui vont démarrer. On a dû décaler cela à cause du confinement, mais elles vont avoir lieu d'ici la rentrée, à partir de septembre et octobre, et jusqu'en 2021, avec un colloque qui est prévu
au printemps 2021. Enfin, il y a l'accompagnement des porteurs de projets pour que, notamment à travers nos organisations, le CNPF, mais également France Silva, nous sommes à disposition des gestionnaires pour transmettre ces connaissances et ces compétences et également les accompagner dans le déploiement sur le terrain, les gestionnaires, les propriétaires forestiers également, mais aussi les financeurs pour répondre à leurs premières questions et faire en sorte que le label puisse se développer vite et bien. Voilà. Julia, je te repasse le micro. Ça marche. Merci Eric. Merci. Donc encore une fois, bienvenue à tous. Là, vous êtes, je pense, presque au complet. Donc merci d'être là nombreux. Alors, pour démarrer, du coup, attaquer un petit peu le concret. Je vous refais juste une très brève introduction générale au principe du label bas carbone pour ceux qui auraient raté donc les webinaires précédents. Donc le label, c'est un label donc de certification donc de projets locaux et additionnels. Donc c'est un outil qui est piloté par le ministère de la Transition écologique et solidaire et dont le premier, on va dire la première mission, c'est de labelliser et de garantir la qualité environnementale de projets et environnementale notamment en termes donc d'impact carbone et d'impact CO2. Donc c'est un outil qui a avant tout vocation à aider à mesurer le gain en termes de carbone permis par la mise en œuvre d'actions donc dans différents secteurs. Alors le label est ouvert à tous les secteurs diffus, donc transport, bâtiment, déchets et principalement en tout cas pour l'instant agriculture et forêt. Donc c'est un label qui labellise donc des projets et qui vise aussi à garantir pour le financeur l'efficacité du financement apporté. Donc son objectif, c'est vraiment de s'assurer que pour un euro dépensé, on ait bien un réel impact en termes de climat. Et donc, par ce biais-là, il aide à flécher des financements, qui soient privés, éventuellement publics, vers des actions dont on est en capacité de mesurer l'impact climat et qui ont du coup, qui vont avoir cet impact positif. Et donc, j'ai aussi mentionné additionnel, on va y revenir. L'objectif du label bas carbone, c'est vraiment de déclencher des nouvelles actions qui vont permettre donc de séquestrer plus de carbone, de réduire davantage les émissions et de nous rapprocher collectivement de notre objectif global d'atteindre de la neutralité carbone à l'horizon 2050. Donc l'idée, voilà, c'est vraiment d'aller au-delà et donc c'est pour ça que c'est un outil qui va s'attacher à l'additionnalité des actions mises en œuvre. Alors, le fonctionnement du label en 2 mots, donc c'est piloté par le ministère de la Transition écologique et solidaire. Ça s'appuie sur différents textes législatifs qui sont donc notamment un décret et un arrêté. Et surtout, ça s'appuie donc sur des méthodes sectorielles qui sont un peu les documents clés au final de l'outil, qui sont les documents méthodologiques qui vont décrire comment est-ce qu'on calcule les réductions d'émissions, quels sont les critères que les projets vont devoir respecter, quels sont les types de projets, de pratiques qui vont être éligibles. Et tout ça, c'est vraiment un peu le cœur du dispositif et donc ce sont les méthodes. C'est justement ce dont on va parler aujourd'hui. Et la spécificité des méthodes, c'est qu'elles ne sont jamais proposées, écrites par le ministère. C'est pas le ministère qui impose, on va dire, sur quels sont les projets qui vont être éligibles. C'est vraiment les parties prenantes, les acteurs des filières, des territoires, des associations ou autres qui se regroupent et qui proposent des méthodes sur un secteur, une pratique, etc. Donc c'est vraiment une logique, on va dire, bottom-up où les projets éligibles finalement viennent des propositions des acteurs. Donc une fois que ces méthodes sont approuvées par contre par le ministère, les projets peuvent être labellisés donc en accord avec ces méthodes. Et enfin, donc l'État reconnaît des réductions d'émissions, donc c'est-à-dire le gain carbone finalement permis par les projets. Après qu'il ait été audité donc par un auditeur indépendant, on y reviendra ça après dans les processus plus spécifiquement. Et donc l'État reconnaît ces réductions d'émissions et c'est ça qui, in fine, est financé par un acteur qui peut être public, privé, voilà, un particulier, une entreprise, etc. En 2 mots, je vais passer rapidement parce que Olivier va y revenir tout à l'heure, mais qu'est-ce que regarde le label bas carbone? Ça regarde l'impact carbone d'un projet, d'une action. Donc c'est vraiment, si je mets un projet en place, qu'est-ce qui se passe? Et qu'est-ce que je vais permettre de séquestrer en plus ou d'éviter en plus en termes d'émissions de CO2 par rapport à une situation où je ne fais rien. Donc à chaque fois, on compare le scénario du projet, par exemple boisement, à un scénario de référence au fil de l'eau en l'absence de ce projet-là. Donc c'est systématiquement la différence entre ces deux scénarios qu'on regarde. Donc c'est pas un label qui labellise une bonne pratique ou un type de gestion, c'est vraiment on va regarder le gain CO2 de la mise en place d'une action, donc une action sylvicole, ça peut être un boisement, ça peut être la reconstruction de peuplements dégradés, la conversion d'un taillis. À chaque fois, on va comparer ça à un scénario de référence.
Et du coup, comme je l'ai mentionné aussi tout à l'heure rapidement, le label bas carbone regarde donc cet aspect gain carbone, mais regarde aussi un certain nombre de critères de qualité des projets, au premier rang desquels l'additionnalité. Donc j'en ai un petit peu parlé, c'est démontrer que sans l'entrée dans la démarche de labellisation et éventuellement souvent le financement associé, le projet ne se serait probablement pas fait. Donc l'objectif, c'est juste de dire qu'on va au-delà de la réglementation, de la pratique courante, voilà, il faut démontrer qu'on fait mieux que ce qui était a priori prévu. Ça, Olivier aussi reviendra de manière beaucoup plus concrète dans la présentation des méthodes. Et enfin, donc, il y a aussi un certain nombre d'autres critères, donc je ne vais pas rentrer dans le détail de tous, on y reviendra, mais donc la vérification par un tiers, la permanence, c'est-à-dire de s'assurer de prendre en compte le risque que le carbone séquestré dans la biomasse ou dans les sols soit un jour réémis. Ça, c'est aussi présent dans les méthodes. Les méthodes doivent aussi regarder les co-bénéfices, donc les impacts du projet sur d'autres aspects que le carbone. Donc voilà, tout ça, tous ces différents critères vous seront beaucoup plus précisément présentés dans le cadre des méthodes forestières tout de suite par Olivier. Et enfin, là, c'est juste pour clarifier certaines confusions qu'on a parfois. Le label, c'est pas un label qui a vocation à tamponner une entreprise, une exploitation, une pratique, une technologie, en disant ça c'est une technologie bas carbone, ça c'est une pratique bas carbone, ça c'est une entreprise bas carbone. C'est pas le sujet, c'est vraiment un label qui labellise des réductions d'émissions, donc une amélioration du gain carbone par rapport à un scénario de référence. Donc ça c'est important parce qu'on a souvent quelques confusions. J'ai fini avec la partie un petit peu introductive. Si jamais vous avez d'autres questions là-dessus, n'hésitez pas à consulter les présentations et les supports des 3 webinaires précédents. Donc sur le site d'i4C, vous avez les liens au début de cette présentation-là. Et je vais laisser la parole à Olivier, du coup, qui va rentrer dans le concret des méthodes forestières. Merci Julia et bonjour à tous. Ce webinaire sur les méthodes du label bas carbone. Donc je vais commencer par un petit mot autour du groupe de validation des méthodes. Donc les méthodes, chaque méthode forestière, méthode agricole, vont être validées par un groupe que réunit le ministère de Transition écologique et solidaire. Bien évidemment, s'il y a un établissement présent qui propose la méthode, il n'a qu'un rôle de présentation et pas de vote. Voilà. Et donc chaque acteur fait ses remarques pour que le rédacteur de la méthode en tienne compte et puisse modifier les méthodes. Alors on va commencer par la méthode de boisement. Donc on va essayer de voir les différents critères de projet carbone que Julia vient d'évoquer. Tout d'abord, les compartiments. Donc, vous le savez peut-être, hein, en forêt, le carbone est contenu dans différents compartiments. Il y a le biomasse aérienne, racinaire, le sous-étage, le carbone du sol, la litière, voilà, et les produits bois également. Et donc, la méthode doit indiquer quel compartiment on choisit de prendre en compte. Voilà. Donc là, pour la méthode boisement, par exemple, on va tenir compte de la biomasse aérienne et racinaire, du carbone du sol, ça a un impact. Hein. Par exemple, si vous boisez une terre agricole où il y a eu des grandes cultures, il va y avoir un gain dans le carbone du sol. Donc, on va bien sûr en tenir compte. Les produits bois éventuels qui vont être récoltés lors des éclaircies qui auront lieu sur les 30 premières années. Et également les effets de substitution. On peut donc en tenir compte, c'est-à-dire les éclaircies réalisées vont se substituer à des matériaux énergivores ou à des ressources non renouvelables. Donc voilà pour les compartiments. Donc ensuite, la méthode va fixer bien sûr une durée et un scénario de référence. Alors la durée est fixée pour la méthode boisement et on le verra tout à l'heure pour les autres méthodes, reboisement et également conversion de taillis, à 30 ans. Voilà. Donc ça nous a paru être une durée, on va dire, consensuelle, hein, entre le temps long forestier, où on pourrait quantifier le carbone sur des révolutions d'essence qui peuvent être de 100, 150 ans, voire plus, et un temps sur lequel un investisseur, un financeur, peut consentir à s'investir dans un projet bas carbone. Effectivement, on ne pouvait pas descendre jusqu'à des durées de 5 ou 10 ans où il y a très peu de carbone qui peut être généré. Donc, qu'est-ce que le boisement? Le boisement, ça va être la conversion anthropique d'une terre qui n'était pas forestière au cours
des 10 dernières années vers une forêt viable. Donc ça va être deux scénarios de référence. Soit on est sur une terre nue en quelque sorte, donc là-dessus deux typologies. Est-ce que c'est une terre qui est abandonnée, en état de friche, avec un embroussaillement lent par des accrues spontanées, naturelles, ou alors une culture agricole avec tout l'éventail qu'on peut y mettre, donc une prairie permanente, ça peut être une grande culture, etc. Alors, quelques exemples pour que vous puissiez appréhender les différents scénarios de projet. Donc là, par exemple, donc toutes les photos qui ont été sélectionnées pour la présentation relèvent de projets qui ont été labellisés bas carbone par le ministère de la Transition écologique et solidaire. Donc là, on a par exemple une friche dans le Puy-de-Dôme, dans la région des Combrailles, et donc on a un terrain qui s'embroussaille. Ça peut donner lieu donc à un projet de boisement. Autre exemple, donc là on est dans le Limousin voisin. On a donc un agriculteur qui, au lieu de poursuivre la culture agricole de son terrain, a souhaité le boiser. Et donc, c'est un projet qui peut être éligible. Troisième exemple, on va être donc dans la région du Beaujolais. Et donc là, on avait une friche donc avec un boisement qui a été réalisé ici en peuplier costaire. Donc, c'est des exemples de projets, de scénarios de référence, et il va y avoir un scénario de projet carbone sur lequel, comme l'a dit tout à l'heure Julia, on va calculer le carbone du projet. Alors, on va revenir maintenant sur vraiment des critères fondamentaux de projet carbone. Tout d'abord, il y a l'additionnalité. Donc l'additionnalité, ça a été dit, donc on n'est pas là pour, on est là pour démontrer que c'est grâce du coup au financement via le label bas carbone que le projet peut voir le jour. Donc déjà, exit tout ce qui est réglementaire, tout ce qui est obligatoire, réglementaire, on le met de côté, ça n'est pas éligible. Ensuite, on va regarder bien évidemment les aides publiques existantes. Là-dessus, 3 cas. Premier cas, il n'y a pas d'aide publique pour faire un boisement. Il n'y a pas d'aide du département, ni d'aide de la région. Alors, mon projet est éligible au label bas carbone. Deuxième type de cas, l'aide publique, il y en a une, mais elle est insuffisante. Donc là, on a fixé sur la base d'une étude sociologique qui avait été faite sur le Massif central, qu'est-ce que pouvait être ce taux d'aide publique insuffisante, et on l'a fixé à 50% du coup pour le boisement, reboisement et balivage. Mais possibilité de cumuler les aides. Si une aide publique à 40%, on peut solliciter par exemple 30%, 40% d'aide via un financeur par le label bas carbone. Troisième cas, il y a une aide publique existante, mais le propriétaire n'est pas éligible aux critères d'éligibilité de l'aide publique. Voilà. Là, typiquement, on peut prendre l'exemple de s'il y a une aide publique qui finance les boisements à partir de 3 hectares. Si vous êtes agriculteur, que vous souhaitez boiser une terre qui fait 2 hectares, vous n'êtes pas éligible aux critères d'éligibilité de l'aide publique existante. Donc, vous êtes éligible au label bas carbone. Et enfin, le troisième point pour démontrer l'additionnalité, ça va être l'analyse économique. Donc, si on ne fait pas d'analyse, on laisse la possibilité dans le label. Pour le moment, c'est un rabais de 5%. Alors, le rabais, il faut le comprendre comme s'appliquant sur le potentiel de réduction d'émissions totales permise par le projet. Et si le porteur choisit au contraire de faire cette démonstration par un calcul économique de valeur actuelle nette, par exemple, dans ce cas-là, on n'applique pas de rabais. Voilà pour l'additionnalité qui est vraiment, j'insiste là-dessus, un critère fondamental d'entrée dans les méthodes et le label bas carbone. Alors, un autre critère dont a parlé Julia à l'instant, c'est le critère de non-permanence. Il y a un risque de non-permanence. Lorsque vous allez participer à un projet bas carbone, il y a un risque qu'à tout moment,
au bout de la 6e année, de la 20e année, il y ait des ravages qui vont détruire par exemple un boisement et on n'avait pas prévu, ou alors une forêt existante qui va être détruite par une attaque sanitaire. Voilà. Donc ce risque de non-permanence, on se doit bien sûr d'en tenir compte au niveau des méthodes. Alors, il y a plusieurs risques. Tout d'abord, quand on fait un boisement, il y a un risque d'inadéquation à la station. On n'a pas fait le diagnostic stationnel, on met la mauvaise essence, au bout de quelques années, le peuplement dépérit. Bon, alors là, pour pallier ce risque, on ne va pas appliquer de rabais. En revanche, on va exiger un diagnostic stationnel. Le deuxième type de risque, on y a mis tous les risques généraux, difficilement maîtrisables, hein, une tempête typiquement, une attaque sanitaire, ça va être très difficile de pouvoir justement estimer quand vont subvenir ces événements. Et donc là, on a fait le choix d'appliquer un rabais obligatoire de moins 10%. Donc il faut le prendre un peu comme une bourse, c'est-à-dire que sur 100 projets, par exemple, que l'on va déposer au label bas carbone, il y en a 10 qui vont être détruits par une tempête ou des attaques sanitaires pendant les 30 premières années. Et donc, on ne peut pas savoir quels seront ces 10 projets. Et donc, on va défalquer du carbone sur chacun des projets pour tenir compte de ce risque. Bien évidemment, peut-être avec les incertitudes climatiques ou autres, on pourra réévaluer ou au contraire diminuer ce rabais si on se rend compte que dès qu'on aura beaucoup de recul sur le label, il faut l'augmenter ou au contraire, il faut le diminuer. Troisième risque, le risque d'incendie. Donc, il est évident que si vous faites un boisement de friche à côté de Montpellier ou à côté de Nancy, la probabilité que le boisement soit parcouru par un incendie durant les 30 premières années n'est pas la même. Et donc là-dessus, on se réfère au code forestier qui liste les départements à risque d'incendie ou aux plans départementaux de protection des forêts contre l'incendie ou les plans régionaux de défense des forêts contre l'incendie. Et on applique un rabais qui va varier de 0 à moins 15% selon l'intensité du risque incendie. Et enfin, le dernier risque, c'est le risque du gibier. Et donc, le fait que le boisement peut être soumis lorsqu'il est jeune dans les 5 premières années à la dent du gibier. Donc là, on ne met pas de rabais parce que c'est quasiment impossible de déterminer une carte avec tous ces risques. Ça va dépendre, est-ce que c'est un boisement isolé, est-ce qu'il est entouré par exemple de forêts, de terres agricoles, est-ce que c'est un grand boisement, l'appétence de l'essence. Donc finalement, le choix est de dire s'il faut, parce qu'il y a un risque avéré de gibier, mettre des protections individuelles, il faut les prévoir dans le projet. Voilà. Et donc ça, après, c'est quelque chose qu'on peut négocier dans le coût de revient de la tonne de CO2 qui sera peut-être plus élevé. Voilà, et donc le troisième plutôt élément qu'on peut ajouter donc aux méthodes, donc on a dit scénario de référence, additionnalité, risque de non-permanence, et le quatrième donc c'est la quantification du carbone. Donc là, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on est sur des méthodes qui se veulent rigoureuses pour quantifier le carbone. Bien sûr, avec les difficultés qu'on connaît, les méthodes demandent à avoir recours préférentiellement à des tables de production publiées dans la littérature scientifique, mais également dans des guides de sylviculture. Et on sait qu'il y a des limites, elles ne tiennent pas compte du changement climatique, de quelles seront les conditions climatiques dans 60-70 ans. Parfois, elles reposent aussi sur des densités qui sont assez obsolètes, mais c'est la meilleure façon de quantifier le carbone, c'est-à-dire quelle va être l'évolution de mon peuplement au cours du temps. Parfois, on voit des méthodes qui font des produits en croix, un arbre égale X kilos de CO2. Ça, d'un point de vue forestier, on ne peut pas l'appliquer. C'est une aberration scientifique. Et donc, la seule façon qui permet de s'approcher d'une estimation du carbone, modulo beaucoup de prudence, c'est des tables de production ou des modèles de croissance
si le porteur de projet en dispose pour quantifier son projet. Donc là, vous avez un exemple sur l'écran. Hein. Vous voyez donc en bleu une droite linéaire. Donc là, on a simulé un embroussaillement linéaire d'une terre où il n'y a pas, par exemple, de repreneur agricole et la terre va s'embroussailler. En pointillé bleu, c'est le carbone moyen qui pourrait être séquestré par une colonisation d'accru sur cette terre. C'est le scénario de référence. En vert, donc vous avez une modélisation sur un itinéraire, par exemple, de Mélèze, donc sur une révolution de 60 ans. Et en pointillé vert, c'est le carbone moyen que l'on pourrait séquestrer par cet itinéraire de boisement avec du Mélèze. Et donc, le label bas carbone va valoriser la différence de stock au bout de 30 ans, à l'année 30, en vérifiant toutefois qu'elle n'est pas supérieure à la différence moyenne de long terme. Donc là, on le voit, à l'année 30, on a 269 tonnes de CO2 hectare. Si on fait le carbone moyen de long terme sur 60 ans, on a 165 tonnes de CO2 hectare. Et donc, c'est la plus petite valeur des deux que l'on va intégrer. Donc ça, c'est important. Sur le carbone, on va toujours être sur des valeurs conservatives. On va plutôt avoir tendance à sous-estimer le gain en carbone que de le surestimer. Et donc ça, c'est un exemple sur la biomasse aérienne et racinaire, mais il faudrait également intégrer les autres compartiments du carbone, hein, le sol, on l'a vu tout à l'heure, les produits bois et les effets de substitution éventuels. Mais voilà ce que permet de valoriser le label bas carbone. Et là-dessus, il va y avoir une négociation, on va dire, de gré à gré entre un financeur et un porteur de projet sur la base d'un coût. Voilà, par exemple, mon projet est de 50 000 euros. Il y a un financeur qui est intéressé pour le financer à hauteur de 35 000 euros. Mon projet va séquestrer X tonnes de CO2, ce qui fait pour le financeur un coût de revient de Y euros à la tonne de CO2. Voilà un peu comment fonctionne le label au niveau de la quantification du carbone. Alors on va poursuivre. Donc là, c'était une première méthode sur le boisement. Et donc maintenant, on va essayer d'évoquer la deuxième méthode sur la reconstitution de peuplements forestiers dégradés. Alors quels sont les scénarios de référence dans cette méthode? Dans cette méthode, ne sont pas éligibles, on peut les sortir d'emblée, les peuplements forestiers qui ont été récoltés après être arrivés à leur âge d'exploitabilité par une récolte de peuplements sains qui présentaient aucun problème. Donc là, ces peuplements-là, on ne peut pas avoir d'aide pour les reboiser. Donc ne sont éligibles que des peuplements qui ont subi un événement de type catastrophe naturelle ou pas, au cours des 5 dernières années. Donc, il faut quand même veiller à ne pas se réveiller trop tard et à avoir un projet qui aurait été impacté il y a 10 ou 20 ans. 3 scénarios possibles. Soit la forêt a été incendiée. Donc là, c'est éligible. Soit la forêt a subi une tempête. Donc là également, on est dans un cas où le peuplement est éligible. Troisième cas, le peuplement forestier a subi un dépérissement intense. Et donc, dépérissement intense, on y met dedans des critères, hein, bien évidemment. On se réfère au protocole dépéris du département de la santé des forêts, du ministère de l'Agriculture, qui indique qu'un peuplement est en situation de dépérissement intense dès lors que plus de 20% de ses tiges présentent 50% de déficit foliaire. Donc voilà pour les scénarios, 3 scénarios de référence. Donc qu'est-ce que ça peut donner en termes de, on va dire, de projet? Donc quelques photos sur les diapositives suivantes. Donc là, vous avez un exemple en Lozère. Donc là, vous avez un exemple de peuplement tempêté. Voilà, hein. Donc on voit les arbres soit qui ont été cassés, donc ça s'appelle des volis, il reste que le tronc en place, il n'y a plus les houppiers, soit les arbres ont été renversés, déracinés, ce sont des chablis. Voilà. Mais là, c'est un peuplement qui n'a plus aucun avenir et donc on est obligé de le récolter et de reboiser pour maintenir le couvert forestier. Deuxième exemple de projet éligible à cette méthode.
Donc là, vous avez un peuplement, un taillis de châtaigniers, on y reviendra après. Et vous voyez que ce jeune taillis qui doit avoir 7 à 10 ans, qui est relativement jeune, on remarque que la base est verte et toutes les têtes sont sèches. Donc là, il y a un dépérissement massif, une forte mortalité. Il est complètement illusoire de croire qu'il y aura des feuilles un jour, l'année suivante ou 2 ans après, qui reviendront sur les houppiers. Là, il n'y a plus de résilience possible. Et donc là, l'idée, c'est bien sûr de mettre une essence qui est plus adaptée à la station. Voilà. Donc là, on est sur des stations parfois plus difficiles, peut-être plus séchardes, ou des stations sur lesquelles il y a eu un épuisement de la vitalité des souches du châtaignier. Et donc là, il est important, bien sûr, de reboiser. On parle ici du dépérissement du châtaignier qu'on peut observer en Dordogne, dans les Cévennes, mais ça pourrait être également le cas de la freinée calarosée dans toute la moitié nord de la France, ou encore des événements très préoccupants sur les pessières scolitées du quart nord-est de la France. Troisième scénario de référence possible, troisième scénario, ça va être la forêt incendiée. Donc là, on est sur un projet où on voit donc dans le fond les arbres qui ont été calcinés. Donc parfois en zone méditerranéenne, on reboise pas toujours. Après un incendie, c'est pas toujours pertinent. Il vaut mieux parfois laisser la nature coloniser avec les graines, notamment dans le cas du pin d'Alep. Là, on est dans le cas d'une essence donc emblématique, qui est sauvegardée notamment par un site Natura 2000, qui est le pin de Salzmann, qui est très rare. Et donc là, il y avait un intérêt justement à reboiser ce peuplement forestier. Donc voilà les trois scénarios trois scénarios possibles qui peuvent permettre d'être éligibles à la méthode de reconstitution de forêts dégradées. Dans cette méthode, il y aura bien évidemment des diagnostics. Donc vous en doutez bien, il va falloir démontrer le cas typique qu'on est dans une situation de dépérissement intense. Donc là, j'en ai parlé tout à l'heure, on va utiliser un protocole du ministère pour établir si oui ou non on est dans une situation de dépérissement intense. Il y aura bien évidemment un diagnostic stationnel, a fortiori sur les peuplements qui ont subi des dépérissements. Et là, il est très important, probablement, si l'essence en place a dépéri, de ne pas mettre la même essence et donc de mettre des essences qui vont être plus adaptées, soit à des conditions de climat un peu plus sèches ou alors adaptées bien évidemment à la station, c'est-à-dire au sol. Et il y a également dans cette méthode un diagnostic de la biodiversité taxonomique ordinaire. Donc, on peut avoir recours à un indicateur biodiversité potentielle, l'IBP. L'idée, c'est de regarder, de faire un diagnostic dans la zone des arbres ou des milieux qui présenteraient un intérêt écologique ou environnemental, et on va les soustraire de l'emprise de la coupe, parce qu'il va y avoir coupe dans cette méthode, puisqu'il faut reboiser un peuplement qui n'est plus en place, mais on va maintenir à tout le moins les éléments qui présentent un intérêt écologique ou environnemental. Voilà pour la méthode de reconstitution, sachant qu'il y a beaucoup d'éléments, j'y reviens pas, mais tous les critères de projet carbone qu'on a évoqués tout à l'heure sont applicables bien évidemment et à démontrer dans chaque méthode. Troisième méthode qui présente peut-être moins d'amplitude pour faire des projets, ça va être la conversion de taillis. On aurait pu rajouter de taillis bienvenants en futaie sur souche. Donc, vous allez comprendre par les photos. Donc là, vous voyez sur la photo, chaque tige n'est pas indépendante. Il y a plusieurs tiges qui ont pour origine, on le voit sur le bas, la même souche. On parle donc de taillis, c'est-à-dire qu'une souche va faire 2, 3, 4, 5, 10 brins qui vont avoir le même système racinaire. Ces types de peuplements, lorsqu'ils sont dans des stations très fertiles, généralement, ils vont être coupés à ras tous les 20 ans, 25 ans, ou plus, ou moins, pour produire des piquets qu'on va retrouver pour faire des clôtures, on va retrouver dans la vigne ou alors dans les parcs ostréicoles. Et plutôt que de couper à ras ces taillis tous les 20, 25, 30 ans, qui vont repousser d'eux-mêmes, l'idée c'est de faire une éclaircie très forte, donc c'est la photo suivante,
dans le jeune âge. On va avoir donc du coup 1 à 2 à 3 tiges maximum par souche. Et les arbres qui étaient comprimés dans un premier stade, qui ont poussé en hauteur, vont pouvoir exprimer leur potentiel en se développant en diamètre. Et donc l'idée, plutôt que d'avoir des usages qui vont être, on va dire, assez limités en termes de stockage dans les produits bois, on va produire du bois d'œuvre parce que ces futures tiges, donc on peut le voir sur la diapositive suivante, peu à peu donc vont grossir en diamètre et donc on aura les futurs usages assez nobles. Là pour le châtaignier, ça peut être de la charpente, on pourra faire des sciages, donc du lambris, du parquet, voire même de la menuiserie, et on récoltera cette future futée à 40, 45, 50 ans. Donc on est sur un scénario qui a pour objectif de constituer et d'approvisionner en produits bois d'œuvre, usage noble, la filière bois dans le futur. Donc ça, typiquement, très adapté pour des essences de taillis à croissance soutenue, type châtaignier ou robinier. Voilà. Mais on peut également le faire sous réserve d'avoir des données de production pour faire les calculs sur d'autres essences. Alors, commun aux 3 méthodes, c'est les critères, ce sont les critères d'éligibilité dont on va parler. Le porteur de projet peut être n'importe qui. Donc ça peut être une commune, une collectivité, un propriétaire en nom propre. Ça peut être des sociétés civiles immobilières, hein, comme les groupements forestiers. Ça peut être une fondation, une association de regroupement des propriétaires, comme une ASLGF. Voilà, le porteur de projet, c'est très large. Il va y avoir plusieurs documents lorsqu'on va transmettre l'équivalent de CERFA, hein, qui s'appelle le document de projet. Il y aura plusieurs documents à fournir au ministère de la Transition écologique et solidaire, notamment pour prouver qu'on est bien propriétaire des parcelles sur lesquelles va se faire le projet carbone. Si on est dans le cas de sociétés, d'associations syndicales, on va devoir démontrer qu'il y a un président qui est bien mandaté pour représenter l'association. Un document de gestion, donc le document de gestion durable, quel qu'il soit, aménagement en forêt publique, ou plan SAM de gestion, RTG, code de bonne pratique civicole en forêt privée, sera obligatoire. Il y aura également recours, bien sûr, à des photos aériennes, des orthophotos, des photos in situ pour démontrer la nature de la parcelle. Et le porteur de projet signera un engagement de 30 ans à maintenir l'état boisé de son peuplement. Donc ça, c'est les principaux éléments. Et donc tous ces éléments vont figurer avec les calculs carbone dans les pièces qui seront transmises au ministère pour l'instruction du projet et la future labellisation. Alors, ce qu'il faut également dire sur ces projets carbone, c'est qu'on est sur des projets de qualité qui sont audités. Donc là, on ne dit pas mon projet va séquestrer 1200 tonnes de CO2 et personne ne vérifie ce chiffre. Non. Les projets vont être inscrits, s'ils sont labellisés sur le registre du ministère, il y aura un potentiel de 1200 tonnes de CO2, mais ce potentiel va être vérifié. Alors là-dessus, le référentiel dit 2 choses. Soit on fait des audits documentaires, donc factures, acquittées, procès-verbal de réception de chantier, photographie de travaux, soit des vérifications qui vont faire déplacer un auditeur indépendant qui va contrôler le projet. 2 cas, pour boisement et reboisement, l'audit de terrain est obligatoire. Donc au bout de 5 ans, lorsqu'on estime que les plans normalement devraient être sortis d'affaires, il va y avoir un auditeur indépendant qui n'a pas de lien commercial avec le porteur de projet, qui va venir auditer la densité de plants vivants au bout de 5 ans. Si vous avez boisé à 1200 plants hectares et qu'au bout de 5 ans, il n'en reste que 200 sur la parcelle, vous ne pouvez pas dire mon projet va séquestrer 1200 tonnes de CO2. Il séquestrera beaucoup moins parce qu'il y a eu une très forte mortalité. Donc l'idée, c'est de vérifier qu'on est bien sur la bonne trajectoire du carbone qu'on a calculé 5 années auparavant. Cet audit est obligatoire, systématique, il n'est pas du tout aléatoire. Voilà. Obligatoire pour un projet de boisement-reboisement au bout de 5 ans. Deuxième cas,
on est sur une forêt déjà existante, un taillis qu'on va convertir vers la futaie. Là, on estime qu'il n'y a pas un besoin d'aller faire déplacer un auditeur indépendant. Et donc là, l'idée, ça sera plutôt de fournir on va dire une vérification documentaire avec des factures acquittées, un PV de réception du chantier et des photographies qui démontrent qu'il y a bien eu une éclaircie, par exemple, dans un taillis de châtaignier. L'auditeur, ensuite, rédige son rapport d'audit, l'envoie au ministère. J'ai visité le projet de boisement de monsieur Untel et au bout de 5 ans, on est largement au-dessus des 900 plants vivants hectares exigés par la méthode boisement. Dans ce cas-là, le ministère considère que le boisement est sorti d'affaires, est en situation de réussite et va générer de façon anticipée les réductions d'émissions ou les crédits carbone pour le porteur de projet qui les rétrocédera ensuite à son financeur. Voilà comment ça fonctionne. C'est pour ça qu'on parle de réduction d'émissions anticipée et non pas vérifiée, comme ça peut être le cas pour d'autres méthodes du label bas carbone. Alors, on va terminer du coup la présentation par un autre point, ce sont les co-bénéfices. Alors, les co-bénéfices, c'est quoi? Un co-bénéfice, ça va être tous les bénéfices d'un projet autres que la simple séquestration du carbone. Donc, ça peut être des services qui vont être fournis par la forêt. On peut avoir dedans donc la protection des sols, la prise en compte de la biodiversité, ça peut être l'intégration d'un enjeu sur l'eau, voilà, également des co-bénéfices plutôt socio-économiques. Alors il faut être très prudent. Autant le carbone, c'est le point d'entrée, c'est des mètres cubes, on va les convertir en carbone, c'est relativement, entre guillemets, simple à calculer. On peut du moins y mettre un chiffre et le calculer. Les autres co-bénéfices, la plupart du temps, on est démunis, on ne peut pas de manière scientifique rigoureuse y mettre un chiffre. Le projet d'éclaircie dans le châtaignier, de combien il va améliorer la qualité de l'eau? Ça, on ne peut pas le dire. Donc, il faut être très prudent sur certaines approches de quantification. Toutefois, le référentiel demande, c'est inscrit dans le référentiel, la méthode doit fournir une grille d'évaluation des impacts et co-bénéfices socio-économiques et environnementaux, notamment sur la biodiversité. Et donc, chaque méthode a sa propre grille d'analyse des co-bénéfices. Donc, on va vous montrer sur la diapositive suivante un exemple sur un projet qui a été fait, par exemple, dans les Cévennes ardéchoises. Donc, vous voyez, le porteur de projet a eu recours à un entrepreneur de travaux forestiers local. Il a adhéré à PEFC. C'était un projet collectif avec une association syndicale libre de gestion forestière qui a regroupé les propriétaires. Sur la préservation des sols, il y a eu des potées travaillées, donc des méthodes plus légères, plus douces de préparation du sol. Il y a eu un broyage in situ, donc ils vont être reminéraliser et apporter la matière donc au sol. Il y a également une intégration forte de la biodiversité, un mélange de 10 essences, dont 8 autochtones. On va regarder également les caractères d'autochtonie, d'alloctonie des essences. C'est un projet dans lequel on a essayé de sauvegarder la ressource génétique du pin de Salzmann et également d'avoir une approche de boisement avec des feuillus qui a un intérêt expérimental dans une zone où on ne boise que très peu. L'idée est de voir quelles sont les essences qui, dans le futur, seront bien adaptées à ce type de sol et notamment aux conditions de changement climatique. Et l'eau, ce projet n'était pas concerné par un enjeu eau. Il n'y avait pas de rivière ou de mare à proximité. Voilà donc comment on peut valoriser les co-bénéfices. Le point d'entrée, c'est le carbone. Le ministère va mettre un tampon sur le tonnage carbone, mais on reste ouvert à valoriser également les autres co-bénéfices. Ça n'est pas un critère d'éligibilité, bien sûr, mais c'est un critère, souvent nous on le remarque avec les financeurs avec qui on monte ces projets carbone, c'est un critère d'attention pour les entreprises ou les établissements publics qui souhaitent monter des projets carbone, qui peuvent être sensibles à un ou à un autre des différents co-bénéfices. Quelques exemples du coup en photo. Donc là, par exemple, on est en Dordogne, il y a une mare forestière qui a été donc préservée et l'environnement, les arbres qui étaient situés autour ont bien sûr été maintenus sur cette mare. Autre exemple, toujours sur ce projet en Dordogne, on a souhaité tester
en plus un arboretum, voilà, pour voir quelles essences pourraient être adaptées et avoir des références pour justement dupliquer dans le futur. Autre exemple, donc là c'est un exemple donc typique. Donc là on voit un grimpeur élagueur sur un pin de Salzmann qui va récolter les cônes de pin desquels on va extraire les graines qui vont produire les futurs plants en pépinière forestière. Et donc là l'idée c'était bien de préserver la ressource génétique du pin de Salzmann de terrains plutôt acides du coup en Ardèche et de pas aller introduire une variété plutôt de terrain calcaire. Voilà, donc on préserve vraiment les ressources génétiques de ce pin emblématique des Cévennes ardéchoises. Alors je vais conclure du coup cette présentation en vous indiquant donc ces 3 premières méthodes forestières. Donc souvent on a des retours, ah mais j'ai un projet, il n'est pas encore éligible. Non, ce sont 3 premières méthodes. Il y en aura dans le futur, si on refait ce webinaire dans 2 ans, il y aura probablement d'autres méthodes qui seront agréées par le ministère dans le futur. Donc je vous ai mis des exemples. Il pourrait y avoir d'autres méthodes sur de l'enrichissement, de la sylviculture préventive au risque d'incendie. On sait qu'il y a une méthode sur l'agroforesterie qui va sortir, sur la plantation de haies champêtres. Voilà, donc plusieurs méthodes qui pourraient voir le jour. Gardez à l'esprit que n'importe qui peut déposer une méthode. Dans les faits, c'est pas tout à fait n'importe qui. Il faut bien sûr avoir un solide bagage forestier pour pouvoir rédiger une méthode, parce que c'est un document relativement lourd, mais n'importe qui peut la rédiger. Il suffit qu'elle soit intègre d'un point de vue environnemental et que le ministère, après avoir consulté son groupe de validation des méthodes, décide de l'agréer, de l'annexer au label bas carbone. Gardez également à l'esprit qu'une méthode est constamment en amélioration. C'est jamais figé. On a déposé ces méthodes fin 2018, elles ont été validées en avril 2019. Une V2 dans les jours qui viennent va être validée et on sait déjà qu'on est en train de travailler dans le cadre là du programme France Bois Forêt à une V3 dont on souhaiterait qu'elle puisse sortir en début d'année 2021. Donc, le fait de faire des projets, de contribuer, également des incidents comme la crise sanitaire, scolite qu'on peut avoir dans le Grand Est, c'est des éléments qui peuvent apporter des améliorations aux méthodes. Donc, ça n'est jamais figé. On l'améliore en permanence. Et enfin, donc, je vous indique la sortie très prochaine, donc à l'automne 2020, dans le cadre toujours de ce programme France Bois Forêt, d'une nouvelle méthode qui sera très adaptée à la forêt méditerranéenne, puisqu'elle aura pour objectif de financer la sylviculture dans le très jeune âge, qui est actuellement pas du tout pratiquée, en vue de diminuer la probabilité du risque d'incendie. Et enfin, donc je terminerai en vous indiquant bien sûr qu'une méthode, c'est toujours un équilibre à trouver. Donc sur la méthode, on y joue la crédibilité, bien sûr, l'intégrité du label et la pérennité du projet. Ce pourquoi le financeur également va accepter d'aller mettre 50 000, 100 000 euros sur un projet bas carbone en forêt. C'est parce qu'il y a une méthode qui est robuste. En même temps, cette méthode ne doit pas être une usine à gaz qui va décourager les projets parce qu'elle est trop compliquée à mettre en œuvre et qu'aucun projet ne se fera. Donc là, actuellement, c'est bien sûr pas le cas. Beaucoup de projets qui sont labellisés, qui sont en cours de labellisation par le ministère, mais c'est important de veiller à cet équilibre-là. Et il faudra bien sûr des financements intéressants sur les projets bas carbone. Cela va de soi, on n'est pas sur des projets comme on peut en avoir à l'international, sur de la restauration de mangroves ou de l'éolien. On est sur des projets forestiers et dans le contexte de la forêt française, voilà, où on est obligé souvent de protéger les plants, on est obligé de faire des dégagements, notamment pour le boisement et le reboisement. C'est des projets qui ont un certain coût, mais qui est totalement raisonnable, mais qu'il faut intégrer. Ça n'a rien à voir avec des projets dans d'autres secteurs et en plus à l'international. Voilà pour moi. Donc, si vous avez des questions, c'est le moment. Merci beaucoup, Olivier.
On va passer du coup à un petit temps donc de questions-réponses. Donc Hortense va nous faire remonter une partie de vos questions. J'en profite pour vous dire tout de suite qu'on n'aura pas forcément le temps de répondre à tout, mais n'hésitez pas, après coup, on vous enverra un questionnaire pour faire remonter les questions auxquelles vous n'auriez pas eu de réponse pendant cette série de webinaires, et on fera notre possible, donc soit pour y répondre dans la foire aux questions, soit comme Eric l'a mentionné tout à l'heure, ça pourra faire l'objet aussi de webinaires suivants, ou en tout cas de sessions d'information ultérieures. Donc n'hésitez pas, dans tous les cas, à faire remonter vos questions. Alors, dans les questions que j'ai regroupées un petit peu par thème, à propos de l'éligibilité, beaucoup de gens se posent la question sur la taille en termes de surface des projets. Est-ce qu'on peut cumuler au sein d'un même massif plusieurs méthodes? Et est-ce qu'on peut demander un avis sur l'éligibilité d'un projet avant notification ou entre la notification et le dépôt du DDP? Alors, pour la première question, donc la réponse est non, hein, c'est bien un projet se réfère à une méthode. Donc nous, par exemple, on a eu le cas, on avait un projet sur lequel on a fait à la fois du boisement et du balivage. C'était le même projet, porté par le même porteur de projet, une ASLGF, mais on a dû en faire deux sous-projets, puisqu'ils se référaient à deux méthodes différentes. Donc un projet, une méthode. Et sur la deuxième, alors sur le deuxième point, non, il n'est pas prévu d'avoir un avis. Disons qu'on notifie le projet, on notifie son intention de déposer un projet au label bas carbone, et ensuite on soumet le document de projet. Et c'est là qu'il y a une instruction réelle donc du coup du ministère. Et s'il manque des éléments, s'il y a des erreurs, le ministère du coup revient vers le concepteur du projet pour lui indiquer qu'il faut corriger tel et tel point. Il y avait pas mal de questions aussi sur la durée de 30 ans des projets et notamment le choix des essences, par exemple pour le peuplier. Est-ce que la coupe peut être envisagée avant 30 ans? Oui, tout à fait. Donc le calcul se fera bien sûr dans ce cas-là, c'est prévu. Il y a une formule qui est adaptée au cas du peuplier, c'est-à-dire pour des révolutions inférieures à 30 ans. Et à propos de l'additionnalité, est-ce qu'on peut cumuler les aides publiques et privées après un certain plafond d'aide publique donc? Ça, c'est pour côté des porteurs de projets. Du côté des financeurs, il y a eu beaucoup de questions aussi sur l'additionnalité. Soit est-ce que le financeur peut comptabiliser les réductions d'émissions après et s'en servir face à des obligations réglementaires d'émissions de carbone? Oui, alors donc la deuxième question, c'est non. On est vraiment sur une compensation volontaire. Donc par exemple, une entreprise qui serait soumise à l'obligation du marché de quotas européen, le système d'échange de quotas européen, ne peut pas se servir des réductions d'émissions certifiées par le label pour atteindre son objectif de compensation obligatoire. Voilà. En revanche, elle n'est pas exclue. Elle a le droit, au titre, par exemple, de sa politique RSE développement durable, de financer un projet pertinent par le label bas carbone. Mais les crédits carbone, les réductions d'émissions, sont pour le moment ni échangeables, ni revendables. Il n'y a pas de spéculation dessus. On est vraiment sur une philosophie de projet local aussi. L'idée, c'était de répondre à des demandes de financeurs qui voulaient avoir un impact local et pas toujours aller à l'international où ça faisait pas toujours sens. Et alors, la première question, est-ce que tu peux me la répéter? C'était sur le cumul entre aide publique et privée. Oui. Est-ce qu'il y a une limite, notamment sur les aides privées? Alors, en soi, il n'y a pas de limite. C'est-à-dire, un projet a le droit d'être financé à 100%. Enfin, il y a la limite, 100%, bien sûr. On ne va pas financer les projets au-delà, mais il n'y a pas de limite, disons, par rapport aux 100%. Après, voilà, nous, par exemple, CNPF, quand on fait des projets, mais c'est plus une doctrine interne, on ne finance jamais de projet à plus de 80%. On estime que c'est important que le porteur de projet ait une part d'autofinancement. Voilà.
même minime, même de 20 ou de 30 ou de 40%, parce que c'est l'argent qu'il a mis, qu'il a tiré de sa poche, et donc il va avoir peut-être plus de pérennité, d'entrain à suivre son projet dans le temps. Et ça, surtout, ça laisse le message que faire des travaux en forêt, c'est pas gratuit, c'est pas financé par une entreprise à 100%. Voilà. Mais en soi, un projet pourrait être financé, par exemple, 40% d'aide publique et 60% d'un financeur par le label bas carbone. Rien ne s'y opposerait. Et peut-être juste en complément sur la partie financement, parce que je vois pas mal de questions, et effectivement, c'est quelque chose qui a été pas mal développé dans les autres webinaires et que j'ai pas trop rappelé en introduction. Les types de financeurs, ça peut être n'importe qui aussi, en fait. Ça peut être surtout des entreprises. Donc, effectivement, comme disait Olivier, des entreprises qui ont une politique développement durable, RSE, et qui ont envie, donc voilà, de contribuer à l'atténuation du changement climatique. Ça peut être dans une logique, donc, de compensation, mais uniquement volontaire. C'est systématiquement sur une démarche volontaire de la part des financeurs. Et ça peut éventuellement être des particuliers, des collectivités. Enfin, il n'y a pas de restrictions spécifiques sur le financeur. Par contre, mais vraiment, le point d'attention, c'est que c'est issu d'une démarche volontaire. Donc, c'est déconnecté des objets, enfin, du marché européen d'échange de quotas, du mécanisme pour l'aviation civile, etc. C'est vraiment une logique de financement, voilà, démarche développement durable, financement de projets locaux et contribution à l'objectif climatique. Et on nous a aussi demandé à qui s'adresser pour présenter un projet, obtenir une aide. Et est-ce qu'on peut avoir la liste des projets déjà financés et ceux disponibles au financement? Alors, donc là, c'est plutôt une question de type propriétaire. Donc, ça va dépendre déjà du type de propriétaire. Hein. Si c'est une commune, voilà, donc ça, c'est a priori le principal concepteur de projet carbone, ce sera l'Office national des forêts. Si c'est un propriétaire privé, ça peut être beaucoup d'acteurs. Hein. Ça peut être voilà, le CNPF, Francilva, son gestionnaire, son expert, sa coopérative, lui-même, s'il a des connaissances suffisamment élevées, pourquoi pas. Voilà, il faut en tout cas que la personne à qui s'adresse le propriétaire ait la possibilité de lui attribuer un financement pour la réalisation de son projet. Et du coup, la deuxième partie de la question, c'était… Est-ce qu'on peut consulter une liste de projets qui ne sont pas encore financés? Alors, il y a les projets déjà financés, donc c'est typiquement le registre, hein, confère la page officielle du ministère, label bas carbone. Vous rentrez ça sur le moteur de recherche, vous avez les projets d'ores et déjà labellisés. Donc, il y en a certains qui sont en attente de financement, d'autres qui sont bien sûr financés. Et ensuite, pareil, donc là, ça varie selon les types de concepteurs de projets carbone. Voilà. Par exemple, nous, CNPF, on a une carte avec les projets potentiels qu'on propose aux financeurs, mais ça va dépendre de chaque concepteur de projet carbone. Peut-être là-dessus aussi, sur la page du ministère, pardon, je me permets juste de compléter, vous avez effectivement tous les projets qui ont passé la première étape de labellisation. Parmi ceux-là, il y en a qui ont déjà été financés, dans ce cas c'est écrit, et il y en a qui sont en attente de financement. Donc c'est aussi ça qui permet, c'est la première étape de labellisation permet au projet d'être visible du coup par les financeurs sur la page du ministère. Donc le financeur peut aller sur la page et voir quels sont les projets déjà financés, quels sont les projets pas encore financés. Et donc cette page a vocation justement à aider un peu à faire le lien entre les porteurs de projets et les financeurs. Il y avait des questions sur la quantification du carbone. Est-ce que les modèles de croissance doivent être publiés ou ils peuvent être élaborés par un expert forestier lui-même? Est-ce qu'il est prévu de développer des tables spécifiques par échelle régionale ou par essence manquante? Alors, a priori, il faudrait que ça soit des données plutôt publiées. Voilà, donc un modèle de croissance type CAPSIS, voilà, où on sait qu'il y a plusieurs modèles de croissance qui sont consultables. Et pour la deuxième question, alors il y a des réflexions qui sont en cours. Alors, ça sera pas sur le court terme, mais oui, il y a des réflexions pour peut-être avoir alors peut-être pas de façon exhaustive, mais au moins de recommander l'usage de tables de production ou modèles de croissance pour les principales essences forestières. Voilà, sachant que quand même il y a quand même un obstacle, hein, c'est qu'on n'aura pas les données de production pour toutes les essences de la forêt française. Voilà, il y a des essences qui sont relativement rares.
soit qui sont parfois exotiques, qu'on introduit dans le cadre du changement climatique, où on n'a pas tout le temps les données de croissance, quoi. Voilà. Mais il y a des réflexions pour le moment, voilà, qui peut-être aboutiront l'an prochain pour justement produire quelque chose d'un peu plus générique. Et est-ce que à ce sujet-là, il y aura un outil mis à disposition de tous de quantification du carbone ou est-ce qu'il faut forcément passer par un intermédiaire? Alors non, donc là on le prévoit, hein, on le prévoit donc pour la fin de l'année. Ça sera mais ça sera un outil très simple, c'est-à-dire qui permet de dérouler la méthode. Voilà, donc les différents types, les réductions d'émissions anticipées, produits bois, indirect par la substitution. Mais ça sera pas un outil qui contiendra toute l'étape de production. Voilà, ça sera plutôt un outil pour standard. Qui sera recommandé pour le porteur de projet, qui simplifiera aussi la vie de l'instructeur. Alors demain, on l'a pas dit, hein, pour le moment c'est le ministère, mais demain, ça sera les DREAL qui instruiront les projets bas carbone. Et à propos du suivi à 5 ans notamment, qui finance les reboisements éventuels? Est-ce que c'est calculé dans les coûts de projet? Voilà. Alors, bah oui, deux possibilités. Soit effectivement, on prévoit. Alors je dirais, il y a plusieurs possibilités. Soit on prévoit donc des densités élevées, et donc on n'a pas besoin d'avoir recours à des protections. Donc, parfois, il y a des projets où on fait des boisements à 1500, 1600 plants hectares, et même s'il y a du dégât, on sera toujours au-dessus des 900 plants vivants au bout de 5 ans. Deuxième possibilité, on est plutôt à 1100 plants hectares, densité classique, et donc là, on prévoit plutôt de mettre des protections de façon systématique, ce qui augmente du coup fortement le prix de plantation. Et la troisième possibilité, ça serait par exemple de pas protéger avec les risques que ça comporte et de prévoir dans le devis du projet de boisement des regarnis. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui n'a quelque part qui n'a pas à être imposé au niveau de la méthode. Voilà. C'est vraiment dans la conception du projet, selon le risque, avéré ou pas de gibier, quelle est la meilleure solution, sachant que au bout de 5 ans, il y aura cet audit de terrain et on va devoir garantir une certaine densité de plants vivants au bout de 5 ans. Je vous propose qu'on prenne une dernière question parce on dépasse un tout petit peu le temps, donc on prenne une dernière question et puis après on va conclure. Donc désolée par avance pour toutes les questions qu'on n'aura pas traitées. Une dernière question sur les co-bénéfices. Est-ce qu'ils ont un poids dans l'obtention des crédits ou servent-ils simplement à convaincre un financeur et à être additionnels par rapport au carbone? Alors, pas pour être additionnel. Alors, pour convaincre un financeur, oui. Donc ça, on le remarque, hein, on a des financeurs parfois qui nous disent, bah voilà, moi ce qui va être important, c'est l'aspect biodiversité. Donc là, a priori, on va pas lui proposer un boisement monospécifique, par exemple. Donc pour convaincre un financeur, ça c'est évident. Après, ça n'a pas d'incidence pour l'obtention de crédit. En revanche, ce dont il faut être conscient, c'est qu'à l'audit, l'auditeur peut vérifier les co-bénéfices. Voilà, c'est quelque chose qui va être audité. Donc, ça sert à rien d'en mettre une liste à l'après-vert et si le porteur veut être un peu malhonnête, porteur de projet, mettre beaucoup de co-bénéfices, faut qu'il sache que ça sera vérifié. Donc, il faut vraiment coller à la réalité. Mais ça n'a pas d'impact. On peut imaginer un projet qui va être très performant pour séquestrer le carbone, mais qui est pas très intéressant sur les co-bénéfices, qui peut être labellisé et qui pourra générer ses crédits carbone. Merci beaucoup Olivier, merci Hortense pour les questions. Et donc un grand merci à tous pour votre présence. Donc on a été à peu près 170 là pendant 1 heure. Donc merci à tous d'être venus nombreux. Vous avez sur la dernière slide quelques pages, donc la page du label qu'a mentionné Olivier, où vous allez pouvoir retrouver tous les projets, les méthodes, etc. Le lien vers aussi un guide pédagogique qui vient de sortir et qui explicite un peu plus le label bas carbone. Et enfin, le lien vers la petite plaquette assez rapide assez courte du label.
Donc merci encore à tous de votre présence. Pour information, on va essayer de vous envoyer dans les semaines qui viennent justement un petit questionnaire pour que vous puissiez faire remonter certaines questions auxquelles vous n'auriez pas eu encore de réponse. Ça permettra soit d'alimenter donc la foire aux questions qui est sur cette page du label bas carbone que vous avez ici, soit éventuellement de prévoir des webinaires ultérieurs aussi sur des sujets plus spécifiques. Donc voilà, encore une fois, n'hésitez pas à faire remonter vos dernières interrogations. Et je voulais aussi vous dire qu'on va réfléchir, donc là, avec Olivier l'a mentionné, avec Eric et Olivier, à la tenue d'un petit éventuellement groupe de travail ou de discussion sur la réalisation de futures méthodes. L'idée étant que pour des raisons d'efficacité du temps de tout le monde, donc des porteurs de méthodes comme du ministère, d'éviter d'avoir plein de méthodes sur un même sujet et plutôt de faire en sorte que l'élaboration des méthodes soit collégiale et collective et donc de faire en sorte que les différentes personnes qui sont intéressées pour développer des méthodes sur de nouvelles pratiques se connaissent et aient l'opportunité de travailler ensemble si elles le souhaitent. Donc si jamais vous êtes aussi intéressé par le développement de nouvelles méthodes sur d'autres pratiques sylvicoles, n'hésitez pas aussi à revenir vers nous, vers le CNPF, vers Sensilva, pour le faire savoir et qu'on puisse du coup éventuellement organiser ce petit temps d'échange à la rentrée. Voilà, encore un grand merci à tous. Et puis vous pourrez retrouver tout ça en ligne aujourd'hui ou demain. Donc merci encore et à bientôt.